Bonjour à tous. Hem, alors il est 9h30, donc je vous propose de démarrer. Merci à tous d'être là pour ce webinaire sur la relocalisation. Alors on est ensemble pour, à peu près 3/4 d'heure. On a une demi heure de présentation en gros, puis, un petit temps pour les questions-réponses. Et d'abord, en quelques mots, on va peut-être se présenter, puisqu'on va être 2 à animer ce webinaire. Donc, Diane, je te laisse la parole. Oui, merci Arthur. Bonjour, je suis Diane Kazaka, je suis économiste de formation et consultante chez Goodwill Management depuis 3 ans maintenant. Et donc moi, je suis Arthur Gauthier, je suis manager chez Goodwill depuis 3 ans. Donc je vous propose de démarrer. Maintenant, il est 9h31. Je vois que vous êtes une quarantaine connectés. On a d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Mais démarrons tout de suite. Donc là, ce que vous voyez, c'est le sommaire. Donc en quelques mots, pour vous présenter le déroulé de ces 30 premières minutes. Je vais parler de Goodwill Management en moins d'une minute, je pense. La plupart d'entre vous nous connaissez sûrement déjà. Ensuite, on verra en quoi la relocalisation aujourd'hui est un enjeu stratégique. Puis on parlera des impacts de la relocalisation sur le territoire, en France donc. Ensuite, on verra quels sont les outils qu'on peut utiliser pour mesurer ces impacts et on vous montrera un exemple simple de mesure d'impact pour montrer quelque chose d'un peu plus concret. Et enfin, on aura une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat où il y a un onglet Q&R dans Zoom qui vous permet de poser des questions. Et il y a aussi Émilie, notre responsable communication, qui est présente dans ce webinaire qui se chargera de l'animation du webinaire. Alors, on peut passer à la suite. Donc, Goodwill Management, en quelques mots, on est un cabinet de conseil en performance économique responsable. On est 20 consultants et chercheurs basés à Paris. On existe depuis maintenant bientôt 17 ans, puisqu'on a été créé en 2003. Et on travaille sur différents sujets. On travaille notamment sur du conseil en RSE, aussi bien en stratégie qu'en accompagnement opérationnel sur la RSE et en mesure d'impact de cette RSE. On travaille aussi sur les sujets du capital immatériel, que ce soit pour l'entreprise, le bâtiment et le territoire. D'ailleurs, pour ceux qui étaient présents, Arnaud Bergerot, notre directeur des opérations, a animé un webinaire ce mardi sur le sujet. Et enfin, on a un autre domaine d'expertise qui nous intéresse particulièrement ce matin. Ce sont les empreintes socio-économiques et environnementales. Et donc, on va voir comment ça peut nous aider à mesurer l'impact d'une relocalisation. Alors ensuite, en quoi est-ce que la relocalisation se pose aujourd'hui comme un enjeu stratégique? On l'a vu, on en a entendu parler ces derniers temps dans le contexte de la crise. Notre pays et notre système de santé en particulier est dépendant de certaines ressources vitales. Et en fait, on s'est rendu compte de façon assez cruelle, notamment au début de la crise, de cette dépendance via le problème des pénuries de masques. Aujourd'hui, en fait, on sait que la France a un besoin hebdomadaire de 45 millions de masques pour faire face à cette crise. Or, nous n'en produisons que 8 millions. Et même si des entreprises se mobilisent pour faire tourner leur chaîne de production sur des masques alors qu'elles produisaient autre chose avant, on est à 8 millions au total. Et donc, on a un besoin d'importation qui est de 37 millions, le delta entre ces 45 et ces 8 millions. Donc ça, c'est une faille importante, une dépendance en tout cas importante qui s'est révélée dès le début de cette crise et qui a mené à quelques situations très compliquées. On voyait que pendant cette crise, on n'est évidemment pas le seul pays à avoir ce souci. Et donc, il y a eu une énorme tension en fait, sur les approvisionnements de masques sanitaires, en particulier auprès de fournisseurs chinois, à tel point qu'on a entendu des histoires de cargaison de masques qui étaient détournés sur le tarmac d'aéroports en Chine par d'autres pays. Donc, ça a pu causer de grandes tensions. Un autre exemple de produit pour lequel on se rend compte aujourd'hui plus qu'avant de notre dépendance, ce sont les médicaments. Alors là-dessus, l'Académie nationale de pharmacie tire la sonnette d'alarme depuis déjà plusieurs années. Mais en fait, on sait aujourd'hui que 80% des principes actifs qui permettent de produire nos médicaments européens sont en fait fabriqués en Chine, en Inde et dans d'autres pays en Asie du Sud-Est.
Et donc, ça veut dire concrètement que pour produire nos antibiotiques, nos anticancéreux, nos vaccins notamment, on a besoin d'importer dans ces pays ces principes actifs. Donc aujourd'hui, on n'a pas, aujourd'hui, le problème se pose de façon moins crue et moins immédiate que la pénurie de masse qu'on a pu vivre. Pour autant, étant donné la crise sanitaire que nous traversons, cette dépendance pose question évidemment aussi sur les médicaments. Et un troisième exemple, on pourrait en citer encore d'autres, mais un troisième et dernier exemple, c'est notre dépendance alimentaire. On a beau être la première puissance agricole en Union européenne, on dépend de beaucoup d'importations pour notre alimentation, à tel point qu'aujourd'hui, on importe un quart de nos denrées. Et pour les fruits et légumes, notamment, vous voyez en bas à gauche une petite illustration, on est à 1 sur 2, donc un fruit et légume sur 2 qui est consommé en France est importé. Et on voit en bas à droite en fait que la valeur de ces importations, elle a fortement augmenté ces dernières années. Elle a quasiment été multipliée par 2 entre 2005 et 2017, donc en l'espace de 12 ans, c'est une croissance extrêmement rapide. Et donc là, encore une fois, enfin pas encore une fois, mais là, cette fois-ci, heureusement, on n'a pas de pénurie alimentaire dans le contexte de la crise. Pour autant, ce contexte nous amène à nous rendre compte de ces dépendances, aussi bien au niveau des masses, des médicaments que de l'alimentation, et pose la question de la résilience de notre territoire si demain on avait une tension aussi sur les denrées alimentaires. Et donc, je disais, il y a aussi d'autres sujets dont on ne parle pas là, mais par exemple, les batteries électriques sont aussi très largement produites en Chine. Elles sont essentielles dans la transition environnementale qu'on vise. Et donc, il y a d'autres sujets de dépendance. Là, c'était quelques exemples simplement qui sont assez parlants. Alors évidemment, cette dépendance, elle ne sort pas de nulle part. Elle est liée à un mouvement de mondialisation et de délocalisation de notre production dans ce contexte. Depuis les années 70, ce que vous voyez dans le graphe en bas à gauche, c'est la progression du commerce de marchandises en part du PIB français. Donc en 1970, on est à 30%. Donc, c'est-à-dire que le commerce de marchandises en valeur pèse 30% du PIB de notre pays. Et on voit une progression forte depuis une quarantaine d'années pour arriver en 2018 à 63%. Donc, c'est un mouvement de toute façon qui est pas spécifique à la France. C'est simplement la mondialisation, les échanges internationaux. Enfin, il y a de plus en plus d'échanges internationaux. Et donc, ça nous amène à délocaliser une partie de la production. Cependant, ce qu'on voit dans le contexte de cette crise, c'est une forte contraction des échanges mondiaux, puisque ce que vous voyez à droite, c'est les prévisions de l'Organisation mondiale du commerce en termes de baisse du commerce mondial en 2020, donc de 13 à 32%. On remarque quand même que c'est bien plus fort que la récession qui est prévue aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle en France de 6 à 8% de récession possible en 2008. Donc, on voit que c'est déjà énorme en termes de chute du PIB. Mais on voit que la chute du commerce mondial est encore bien plus importante. Et donc, ça peut amener aussi des tensions sur ces approvisionnements en ressources qu'on a vus précédemment. Et donc, dans ce contexte, évidemment, ça pose question aussi au niveau politique, à tel point que Bruno Le Maire, en début mars, donc au début de cette crise, en tout cas avant les mesures de confinement en France, mais alors que on commençait à être touché et que les échanges internationaux étaient déjà fortement ralentis, disait que l'épidémie change la donne de la mondialisation et montre que dans certaines filières, les difficultés d'approvisionnement peuvent poser un problème stratégique. Il est donc impératif de relocaliser un certain nombre d'activités. Donc voilà, le mot est lancé, la relocalisation. Et donc la définition de la relocalisation, c'est tout simplement le fait de rapatrier dans le pays d'origine tout ou partie d'une activité, qu'elle soit industrielle ou de service, qui avait été précédemment délocalisée vers un pays tiers. Et donc, plus largement, cette idée de relocalisation dans la bouche de Bruno Le Maire, c'est le fait de fabriquer en fait et de produire à nouveau en France ou en Europe beaucoup de choses pour lesquelles aujourd'hui on dépend d'autres pays. Et là-dedans, on peut évidemment se demande quel est le rôle des entreprises. Et d'autant plus que c'est intéressant de noter qu'en fait, cette question de relocalisation qui est aujourd'hui forte dans le débat public et dont sont emparés nos hommes politiques, y compris les plus libéraux en termes de gestion des échanges, elle se pose
depuis déjà un certain nombre d'années pour les entreprises, en particulier celles qui dépendent d'une chaîne de fournisseurs mondiale. Et elle se pose en particulier depuis l'élection de Donald Trump, qui a suscité, enfin qui a lancé une guerre commerciale avec la Chine, entre la Chine et les États-Unis, et qui a eu tendance déjà à tendre les échanges, et qui a fait peser un premier risque sur les chaînes d'approvisionnement mondiales dont dépendent beaucoup d'entreprises européennes et beaucoup d'entreprises tout court. Et ce d'autant plus en fait que là on parle de ce conflit qui est quand même assez fort entre la Chine et les États-Unis. Il y a des périodes plus ou moins chaudes et des périodes plus ou moins froides, mais c'est quelque chose qui est bien en cours. Mais il y a aussi eu des tensions assez importantes évidemment entre l'Union européenne et les États-Unis sur le sujet des importations, des exportations, des taxes éventuelles. Donc les chefs d'entreprise français et européens n'ont pas attendu cette crise pour se poser cette question. Pour autant, en fait, c'est un sujet qui est compliqué d'un point de vue économique. Avant de pouvoir relocaliser, de pouvoir acheter de façon plus large en France et en Europe, la route est encore longue. D'une part parce que toutes ces années de délocalisation, donc ce mouvement amorcé depuis quand même plusieurs décennies, a fragilisé ou voire a fait disparaître certaines filières industrielles sur nos territoires. Et d'autre part parce que le facteur principal de cette délocalisation au départ, c'est évidemment un avantage en termes de prix. Lorsque la main-d'œuvre est moins chère dans d'autres pays, souvent ça va revenir moins cher d'acheter dans ces pays. Et cet avantage de prix, cette différence de prix de revient, elle n'a pas disparu avec ce ralentissement des échanges. Donc ce facteur reste là, et donc les incitations économiques aujourd'hui ne sont pas forcément présentes pour pousser tous les chefs d'entreprise à relocaliser massivement leur production, leurs achats. Et donc on peut se demander en fait si au niveau de l'État ou de l'Union européenne, on va voir émerger des mécanismes économiques pour inciter les entreprises à vraiment favoriser les achats locaux, puisque ce sujet apparaît comme un enjeu stratégique, un enjeu politique. Il faut peut-être des incitations économiques, et ça peut passer par différentes formes, des réglementations. Il y a déjà évidemment des normes sociales et des normes environnementales qui sont plus fortes en Europe que dans d'autres pays, et ça peut favoriser la production plus locale. Il y a aussi évidemment potentiellement des subventions. Lorsqu'on considère qu'une filière est stratégique, on peut essayer de la favoriser via des subventions, et potentiellement aussi ça peut passer par de la fiscalité, des taxes sur certains produits. Un mot sur ce sujet en fait aussi des incitations économiques et de la question des prix de revient pour les entreprises qui se fournissent à l'étranger. C'est un sujet qui est intéressant. On y reviendra d'ailleurs dans la conclusion. Aujourd'hui, lorsqu'on compare des prix de revient, en fait, il ne faut pas oublier qu'on oublie sûrement plein d'autres aspects, plein d'autres impacts qui découlent de nos achats, au-delà même du fait que ça va être moins cher de se fournir dans un autre pays. En fait, il va y avoir, potentiellement, il va y avoir des impacts quand même qui sont moins visibles dans les chiffres financiers pour l'entreprise elle-même et pour son territoire aussi. Et en fait, c'est de ça qu'on va parler. Je vais passer la parole à Diane sur ce sujet. Mais aujourd'hui, une entreprise qui a décidé de délocaliser se concentre sur cette question du prix, mais elle oublie tout un ensemble d'impacts, et notamment les impacts sur le territoire que peuvent avoir sa production et ses achats. Et c'est intéressant en fait de les considérer et aussi de pouvoir les mesurer. Ok, donc merci Arthur pour ce début de présentation. Donc, dans la suite de cette présentation, nous allons présenter les différents impacts de la relocalisation sur le territoire. Et nous allons par la suite montrer quels sont les outils nécessaires qui nous permettent de valoriser ces différents impacts de la relocalisation. Donc, pour commencer, nous allons montrer quels sont les différents impacts de la relocalisation sur les trois axes stratégiques du développement durable, donc l'axe économique, l'axe social et l'axe environnemental. Comme c'est plutôt évident, l'intérêt économique de la relocalisation se reflète à partir du maintien, du développement d'une production locale, d'une activité qui permet de favoriser un savoir-faire local et de développer ou multiplier les différents produits made in France. Donc, ce maintien de la production permet de créer de la richesse, d'alimenter le PIB, de développer de la R&D et des savoir-faire sur le territoire en question.
L'intérêt social, quant à lui, il est plutôt lié à une mobilisation de la main-d'œuvre locale. La mobilisation de la main-d'œuvre locale permet donc de réduire le chômage et permet d'augmenter le nombre d'emplois qualifiés sur le territoire étudié. Donc, une valeur à garder en tête ici, c'est la valeur ajoutée moyenne d'un travailleur français. Cette valeur permet de faire le lien entre l'impact social que la relocalisation a sur un territoire avec l'impact économique. Donc, cette valeur-là, plus concrètement, comment elle peut être utilisée? Donc, on peut dire que si une entreprise française relocalise 720 000 euros de production en France, elle permet de soutenir 10 emplois. Le troisième impact de la relocalisation se reflète à partir du volet environnemental. Dans ce cas-là, des impacts positifs se présentent et des impacts négatifs. Donc, les impacts positifs environnementaux de la relocalisation se traduisent à partir de la réduction de la pollution en limitant les échanges, le déplacement et le transport des marchandises, que ce soit par voie routière, ferroviaire, maritime ou aérienne. Donc, cette réduction des transports, elle mène à des réductions des émissions de gaz à effet de serre et aux polluants qui sont issus de ces transports. Il faut noter que le transport pèse à peu près au quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui est assez pesant et important. Et de l'autre côté, les impacts négatifs de la relocalisation, ils sont pas du tout négligents et il faut les mettre en avant, notamment la pollution qui accompagne cette relocalisation. Donc, par exemple, une entreprise qui relocalise une partie de son activité depuis la Chine jusqu'en France relocalise la pollution qui est rattachée à cette activité. Même si on sait très bien que les normes environnementales, elles sont plus strictes en France, donc probablement la pollution qui en découle est moindre que celle qui est faite en Chine, mais elle est quand même présente, elle est à mettre en avant. Donc, comment nous pourrions valoriser directement ces différents types d'impacts? Donc, dans la suite de cette présentation, je vais vous présenter les différents types d'outils qui peuvent être utiles aux entreprises et il leur permettra de valoriser en euros ces différents types d'impacts. Les deux outils que nous allons présenter sont l'outil de l'empreinte socio-économique et l'outil de l'empreinte environnementale. Donc, je vais commencer par présenter l'empreinte socio-économique. Cet outil permet de valoriser l'activité d'une entreprise. Nous allons prendre l'exemple d'une entreprise dans le secteur de la construction. Cette entreprise, elle réalise des achats auprès de ses fournisseurs. Ces fournisseurs eux-mêmes, ils s'approvisionnent en matière auprès de leur chaîne de fournisseurs également. Cette entreprise paye des salaires à ses employés. Ces employés vont consommer sur le territoire. De plus, cette entreprise, elle paye des impôts et taxes, donc qui vont servir de fonds pour l'État pour pouvoir créer de la valeur et de la richesse sur le territoire. Donc, tous ces flux-là, par effet d'entraînement, ils permettent de créer de la valeur sur le territoire. Et cette valeur sur le territoire, elle s'exprime en en PIB, en valeur ajoutée ou en emploi. Quel est l'outil qui est derrière cette empreinte socio-économique? C'est l'outil Thésaurus Léontiev. Pourquoi Thésaurus? Si vous avez, comme Arthur l'a dit, si vous avez probablement assisté au webinaire que Arnaud Bergerot a réalisé ce mardi, vous aurez dû assister au webinaire qui décrit la méthodologie Thésaurus Capital Immatériel. Donc, et si vous nous connaissez aussi, vous savez très bien que tous nos outils s'appellent Thésaurus quelque chose. Et dans ce cas-là, Thésaurus Léontiev. Pourquoi Léontiev? Car l'économiste qui a développé cette méthodologie input-output ou méthodologie entrée-sortie, c'est un économiste prix Nobel, donc c'est Vassili Léontiev. Cet outil est basé sur des données de l'Eurostat et de l'INSEE qui permettent de montrer les différentes interactions entre les 64 secteurs de l'économie française. Donc, revenons à
un autre exemple de l'entreprise dans le secteur de la construction. Cette entreprise, pour pouvoir réaliser son activité, elle va s'approvisionner, par exemple, auprès du secteur de l'industrie chimique. Elle va faire appel à la main-d'œuvre dans le secteur de l'intérim et elle va pouvoir vendre ses produits auprès du secteur du commerce. Donc, nous voyons très bien que dans cet exemple, il y a 4 secteurs qui ont interagi ensemble. Et bien sûr, il y en a plein d'autres, mais je vais me limiter à ces 4. Donc, voilà comment fonctionne concrètement cet outil. Et il faut noter aussi que cet outil permet de valoriser un impact sur différents niveaux géographiques, donc le niveau national, le niveau régional et le niveau communal. Donc, comment cet outil est-il utile finalement pour valoriser la relocalisation? Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, sur la partie de gauche, une entreprise qui était localisée dans le reste du monde faisait ses achats auprès de fournisseurs, par exemple en Chine. Elle créait de la valeur, elle soutenait des emplois sur ces territoires-là. Donc, en relocalisant une partie de son activité, cette même entreprise, au lieu de faire appel à des fournisseurs qui sont basés dans une autre partie du monde, elle fait appel à des fournisseurs qui sont sur son territoire, notamment sur le territoire en Bretagne ou en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, en faisant ainsi, cette entreprise, elle permet de créer de la valeur et elle injecte des flux envers les fournisseurs auprès desquels elle se fournit. Et elle permet notamment à ses fournisseurs d'investir dans la R&D, de conquérir de nouveaux marchés, de monter en compétences. Donc, on remarque bien que ces achats ont un effet d'entraînement sur l'économie française. Et l'outil que je viens de présenter, il nous permet de montrer, de valoriser comment cette relocalisation des achats permet de valoriser la richesse créée et les emplois soutenus par cette relocalisation. Le deuxième outil qu'une entreprise pourra utiliser pour valoriser ses impacts serait l'outil de l'empreinte environnementale. Donc, une entreprise qui produit en France a certes des impacts en euros et en emplois, comme je viens de le présenter, mais elle a également des impacts environnementaux. Donc, cette empreinte environnementale permet de valoriser les différents impacts environnementaux de l'activité d'une entreprise sur sa chaîne de valeur. Donc, par exemple, comme vous le voyez sur le schéma au milieu, les différents impacts environnementaux d'une entreprise peuvent se manifester à travers une émission de pollution, une consommation d'eau, une pollution de l'eau, des utilisations des sols, de la production des déchets ou de l'utilisation des matériaux. Donc, plus concrètement, l'outil qui nous permet de valoriser cette empreinte environnementale, il se fait en 2 étapes. Donc, une première étape qui permet d'estimer les impacts environnementaux de l'activité de l'entreprise en matière et en quantité émise. Et une deuxième étape qui nous permet de comptabiliser en euros ces quantités ou ces émissions, ou ces matières utilisées. Donc, il faut noter que cette deuxième étape, elle est issue d'une méthodologie EPNL, Environmental Profit and Loss. Cette méthodologie est une méthodologie récente et innovante qui est utilisée par le groupe Kering pour évaluer ses impacts environnementaux. Donc, pour être plus spécifique, on va prendre l'exemple des émissions de CO2. Quand une entreprise effectue une activité sur son territoire, elle émet du CO2. Ces émissions de CO2, on les mesure en tonnes équivalent de carbone. Ces tonnes équivalent carbone, ils peuvent être traduits en euros à partir d'une valeur tutélaire. Cette valeur tutélaire, elle est en euros et elle est fixée par l'État en fonction des objectifs de réduction des émissions de GES, de gaz à effet de serre, d'ici 2050. Donc, comme tout à l'heure, comment pourrons-nous utiliser cet outil d'empreinte environnementale dans le contexte de la relocalisation? Je précise un point que j'avais présenté au début de ma partie, qui est que les impacts environnementaux de la relocalisation peuvent être positifs ou négatifs. Dans cet exemple-là, on se focalise uniquement sur l'impact positif, en sachant que l'outil lui-même, il peut valoriser d'un côté l'impact positif, donc les coûts évités, et les impacts négatifs ou les valeurs détruites. Donc, ce qu'on voit sur ce schéma-là, c'est une entreprise française qui relocalise une partie de sa production ou la majorité de sa production, par exemple, depuis la Chine jusqu'en France.
Donc, on voit bien qu'en faisant ainsi, cette entreprise, elle réduit ou elle élimine carrément le transport de ces marchandises. Par exemple, le transport de marchandises depuis le port de Shanghai jusqu'au port du Havre, il nécessite un déplacement sur une distance de 20 000 km. Donc, en relocalisant ces achats, l'entreprise limite les trajets, les distances parcourues sur juste le territoire français. Donc, cet outil permet donc de valoriser cette réduction des transports à partir des émissions de gaz à effet de serre qui sont réduites en conséquence. Donc, plus concrètement, je vais vous présenter un petit exemple d'une entreprise pour pouvoir montrer comment ces deux outils peuvent être mis en place ou peuvent être utilisés pour valoriser les différents impacts cités. Donc, Arthur l'avait présenté au début de cette présentation et comme le contexte actuel le décrit bien, nous savons que la France et plus spécifiquement le secteur de l'industrie pharmaceutique en France dépend de plus en plus des pays de l'Asie du Sud-Est pour les principes actifs. Donc, il importe de plus en plus des produits pharmaceutiques et des médicaments depuis cette région du monde. Donc, on a pris dans ce cas l'exemple d'une entreprise pharmaceutique qui décide de relocaliser 50 millions d'euros d'achats dans le secteur de l'industrie chimique de la Chine vers la France. Donc, ces 50 millions d'euros d'achats supplémentaires dans le secteur chimique, ils peuvent être valorisés à partir de l'outil de l'empreinte socio-économique. Et ceci nous permet de voir que ces 50 millions d'euros d'achats ont un impact sur le territoire qui permet de créer 525 emplois et 46 millions d'euros. Donc, il faut bien dire que ces impacts-là, ils ne sont pas seulement attribuables à l'entreprise elle-même, mais à cette entreprise et à toute sa chaîne de valeur. De plus, ces 50 millions d'euros d'achats, ils équivaut à 500 tonnes de marchandises non transportées finalement. Et à travers notre outil de l'empreinte environnementale, nous pouvons valoriser ce transport ces marchandises, pardon, l'équivalent de ces marchandises non transportées. Donc, en faisant ainsi, nous économisons des émissions d'à peu près 7000 tonnes de CO2 qui sont équivalents à 220 000 euros de coûts de gaz à effet de serre évités. Donc, voilà concrètement comment ces deux outils fonctionnent et comment ils peuvent être utilisés par l'entreprise pour réaliser ces estimations. Si vous aurez des questions, on pourra les faire une fois que Arthur aura conclu. Merci Diane. Donc effectivement, en conclusion, déjà pour résumer ce qu'on vient de dire, donc la relocalisation de la production sur notre territoire aujourd'hui est un vrai sujet stratégique. En fait, on le voit, les politiques s'emparent aussi de ce sujet puisqu'on a pu noter une dépendance, notamment sur des sujets vitaux comme la santé, l'alimentation et encore d'autres sujets. Mais c'est aussi un vrai enjeu en termes économiques, sociaux et environnementaux pour notre territoire. Et donc, pour évaluer ces impacts, Diane vient de vous présenter donc, les deux outils qui sont les empreintes socio-économiques et empreintes environnementales qui permettent de mesurer précisément les impacts sur le territoire de la relocalisation de production et donc aussi à terme de mieux orienter les décisions stratégiques. Diane l'a cité notamment, et certains d'entre vous en parlent dans les questions-réponses, lorsqu'on produit en France plutôt que produire à l'étranger, on va aussi relocaliser de la pollution. Et dans ce cadre-là, une empreinte environnementale, c'est aussi très intéressant pour permettre un suivi précis des pollutions qui sont faites en France et pour permettre de diminuer ces pollutions en les suivant et en pilotant cela. Et un dernier point, c'est que je l'avais évoqué tout à l'heure en introduction, mais si on veut aller un peu plus loin, on peut aussi réfléchir quand même et noter des impacts de cette relocalisation pour l'entreprise elle-même. Donc encore une fois, le prix de revient qu'on pourrait calculer ne dit pas tout. Et il y a il y a beaucoup de sujets en fait qui sont positifs pour l'entreprise lorsqu'elle décide de relocaliser ou en tout cas de réduire ses chaînes d'approvisionnement.
Notamment, un premier sujet qui est évident, c'est qu'on va réduire les coûts de transport, mais ça veut aussi dire qu'on va réduire les délais et qu'on va avoir des relations potentiellement plus proches et plus fortes avec nos fournisseurs. Il y a pas longtemps, je discutais avec un de nos clients qui travaille dans le secteur pharmaceutique et qui fabrique des piluliers en plastique et qui, jusqu'à il y a quelques années, s'approvisionnait pour ces piluliers en plastique auprès de fournisseurs chinois et qui a décidé, il y a quelques années, de produire finalement en France, à côté de leur bureau, d'installer une petite usine en France pour produire directement sur place ces piluliers. Et en fait, ils se sont rendus compte, d'une part, contre des idées reçues qu'ils pouvaient avoir, que le prix de revient en fait était plus faible en produisant comme ça, et d'autre part ça leur apporte beaucoup d'avantages, avec une vraie stabilité de l'approvisionnement, une réduction des délais en termes d'approvisionnement pour fournir leurs clients qui sont les pharmacies, et donc ça permet aussi par exemple de diminuer les stocks de sécurité dont ils ont besoin en cas de souci d'approvisionnement, puisqu'ils ont cette plus forte réactivité via ces délais qui sont diminués. Ensuite, on peut noter aussi quand même que souvent, en tout cas de façon générale, les normes de travail, les normes sociales sont quand même plus fortes dans nos pays et sur notre continent que dans beaucoup de pays du monde. Donc en général, les conditions de travail vont être meilleures et le dialogue avec les parties prenantes va être renforcé par la proximité qu'on peut avoir. Et quand on parle de conditions de travail, c'est un sujet qui est quand même extrêmement important et dont beaucoup d'entreprises se préoccupent de plus en plus à l'heure aujourd'hui du devoir de vigilance qui rend ces entreprises responsables de s'assurer que tout au long de leur chaîne de fournisseurs, les conditions de travail légales et humaines soient bien respectées. Et donc ça nous amène à un autre enjeu qui est vraiment capital pour des entreprises qui, aujourd'hui, pour certaines, ont pu perdre un peu le contrôle de leur chaîne d'approvisionnement. C'est une meilleure maîtrise des risques, aussi bien environnementaux que sociaux. Qui dit normes plus strictes en termes environnementaux et sociaux, dit aussi meilleure maîtrise des risques qui sont liés à ces sujets. Et donc sur les conditions de travail, on se rappelle de l'incident du Rana Plaza, de cette tragédie qui a coûté la mort à plus de 1000 personnes au Bangladesh dans une usine textile. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose dont on peut se dire qu'a priori, ça ne serait pas arrivé sans ce mouvement fort de délocalisation, ou en tout cas, ce ne serait pas arrivé avec un respect de normes de conditions de travail plus strictes comme il a lieu en France ou en Europe. Et donc, évidemment, c'était une tragédie humaine. C'est aussi un sujet qui, aujourd'hui, pèserait beaucoup plus lourd pour les entreprises impliquées à l'heure du devoir de vigilance, justement, où ces entreprises qui se fournissaient auprès de cette usine pourraient être attaquées en justice directement devant les tribunaux français. Et ça nous amène à un dernier sujet qui est l'image. Produire en France, ça permet quand même d'améliorer son image de marque. Donc, on le voit d'un aspect négatif. Un incident comme le Rana Plaza, ça a aussi un impact sur la réputation des entreprises qui sont impliquées. Mais il y a aussi évidemment un aspect positif, et il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont fait le choix de produire en France et qui utilisent cela comme un atout commercial, comme un avantage qui leur permet de conquérir un marché des consommateurs qui sont intéressés quand même par le fait de savoir que ces produits sont fabriqués en France dans des bonnes conditions, qu'ils n'ont pas traversé toute la planète pour arriver jusqu'à eux, et donc qui sont aussi facteurs de moins de pollution. Et c'est le cas par exemple d'une entreprise comme le CIP français qui joue pleinement sur cette image du Made in France. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie présentation. Je vois que vous avez posé pas mal de questions. Émilie, je pense que tu as pris le temps de les lire et tu vas peut-être pouvoir nous distribuer la parole sur ces questions. Merci déjà d'avoir vu cette première partie. Oui, merci à tous pour votre participation et vos questions. Alors, je vérifie qu'il n'y en ait pas de nouvelles. Alors, donc, pour commencer, pour les libéraux et conservateurs, la relocalisation peut être critiquée et taxée d'étatisme, notamment via les incitations économiques.
ou de nationalisme. Il faut consommer français. Pensez-vous qu'on va continuer à entendre ce discours encore longtemps et comment y répondre? Moi, c'est une très bonne question. Alors, je vais répondre de mon point de vue. Enfin, c'est pas, notre expertise n'est pas sur les questions politiques chez Goodwill Management, mais quand même, si on regarde un peu ce qui se passe ces derniers jours dans la parole politique, je citais Bruno Le Maire qui, il y a un peu plus d'un mois déjà, parlait de remettre en cause la mondialisation et de relocaliser, qui est quand même un homme politique de droite et donc plutôt attaché au libéralisme à l'origine. Donc on voit qu'il y a un changement de discours. Et aussi du côté de notre président, il parle quand même de plus en plus des questions de souveraineté. Et donc c'est un sujet qui est quand même apparemment en train d'être repris, y compris par des politiques, des hommes politiques qui étaient plutôt favorables au libéralisme. Je pense que on verra par la suite si c'est un effet qui est lié seulement à la crise actuelle qui va s'essouffler ou bien si ça va amener une remise en question un peu plus profonde. En tout cas, on voit émerger peut-être un sujet qui serait de travailler sur une souveraineté, en tout cas sur les filières qui sont stratégiques, qui sont vitales, qui ne remettent pas forcément en cause pour les tenants de la mondialisation, qui ne remettent pas forcément en cause la logique des échanges internationaux, mais qui insistent sur le fait de quand même sécuriser certaines ressources. Alors là, on va continuer avec des questions. Pardon? Merci pour la remarque. Non, je disais la remarque de Claire qui me reprenait hommes et femmes politiques. Merci Claire. Alors, une autre question un peu politique. Donc, bon, c'est pas, voilà, comme l'a dit Arthur, on n'est pas là pour ça, mais bon, Diane et Arthur, vous avez un petit peu travaillé sur le sujet. Selon vous, quels sont les principaux freins à la relocalisation aujourd'hui, autres que le coût de la main-d'œuvre? Je pense quand même que le principal, ça reste ça reste le coût de la main-d'œuvre ou plus globalement le coût de production. Après, il y a deux autres choses qui sont assez simples en fait. C'est quand même le fait que aujourd'hui, pour pouvoir produire certaines choses en France, notamment, il y a eu des filières ont disparu, en tout cas se sont fortement affaiblies, et donc ça nécessite des investissements. Et donc au-delà même du coût éventuel, il y a le fait de recréer la capacité à produire certaines choses. Il y a même des savoir-faire qui ont pu disparaître en partie. Et donc c'est quand même, il y a quand même là il y a un enjeu aussi si on considère qu'il faut favoriser cette relocalisation, il y a un enjeu qui est aussi politique de créer les conditions de reconstruire ces filières. Et puis, je pense que parfois, il y a aussi simplement une idée reçue qu'on peut avoir. Typiquement, je citais l'exemple c'est une PME qui est vraiment dans le secteur pharmaceutique, qui lorsqu'elle avait décidé de s'approvisionner en Chine, n'avait pas forcément fait un benchmark complet pour vérifier que c'était pas moins cher en fait de fabriquer en France. Je pense que parfois on peut avoir aussi simplement un réflexe d'aller vers certains fournisseurs parce qu'on va considérer directement que c'est moins coûteux, que ça marche mieux, alors qu'il existe quand même des solutions pour relocaliser. Là, j'ai une question. Je pense que ton exemple y répond, mais on va préciser. Doit-on limiter les relocalisations aux seules activités à forte valeur ajoutée? C'est une très bonne question. Là aussi, c'est un sujet qui est à la fois politique et macroéconomique. Moi, personnellement, je ne pense pas que par principe, il faille limiter cela. Après, en fait, c'est plutôt des facteurs économiques qui vont jouer là-dessus. C'est qu'effectivement, sur les activités à faible valeur ajoutée, c'est plus difficile d'avoir un avantage comparatif en France où le coût de la main-d'œuvre est plus élevé. À l'inverse, sur des activités à forte valeur ajoutée où on va avoir une forte automatisation ou des savoir-faire très spécifiques, on a peut-être plus de facilité à produire dans des conditions qui sont compétitives en France. Pour autant, il y a aussi derrière ça une question politique qui est forte, c'est que
Aujourd'hui, on a un chômage qui est évidemment élevé, qui va pas être enfin, ce chômage va être encore plus élevé avec la crise qu'on traverse. Et enfin, tout le monde n'a pas vocation à travailler dans des activités à très forte valeur ajoutée. Il faut aussi de l'emploi pour toutes les couches de la population. Et donc, il y a quand même un enjeu politique. C'est ce qu'on voit de façon assez tragique depuis quelques années maintenant. Il y a régulièrement des usines qui ferment dans lesquelles il y a des personnes qui n'ont pas forcément, enfin, qui travaillent là depuis de nombreuses années et qui n'ont pas forcément des compétences qui vont leur permettre ensuite de retrouver un emploi dans une autre activité en France. Donc, ça pose une vraie question. Alors, une question sur les enjeux vis-à-vis des matières premières et ressources naturelles qui sont souvent aux mains de certains pays, notamment la Chine. Comment répondre à cet enjeu de notre dépendance des ressources naturelles? Certainement. Oui, ça c'est alors là honnêtement, j'ai pas de réponse. C'est vrai, c'est quelque chose que j'aurais pu citer. C'est un des grands bémols en fait sur cette question de relocalisation, c'est qu'effectivement on est dépendant de certaines ressources. Les terres rares qui sont nécessaires à fabriquer nos batteries électriques sont très majoritairement en Chine. Donc à moins peut-être qu'il y a une réponse qui est dans le fait de pousser encore plus la recherche, de favoriser la recherche pour permettre de sortir de dépendance sur certaines matières premières. Mais là, c'est une question de long terme et c'est une affaire de spécialistes aussi. Mais aujourd'hui, s'il y a certaines ressources dont on dépend, effectivement, on n'a pas le choix que de s'approvisionner dans d'autres pays. Après, c'est aussi peut-être trouver, au-delà même de la recherche pour substituer ces matières premières, c'est peut-être trouver d'autres... considérer cette dépendance à ces matières premières et trouver d'autres solutions qui ne nécessiteraient pas ces matières premières en fait. Merci Arthur. Alors, des questions un peu plus techniques sur les outils entre guillemets. Alors, comment arriver à calculer une empreinte environnementale comparée entre le pays où l'on produisait et le pays où on le relocalise? Et comment calcule-t-on une valeur en euros hormis le CO2, en dehors du CO2? Je vais pouvoir répondre à cette question. Oui. Déjà, premièrement, pour pouvoir valoriser une empreinte environnementale comparée, il faudra justement avoir une estimation de tout ce qui est quantité produite ou quantité utilisée et émise dans le pays dans lequel la production est faite et pouvoir faire une estimation de cette même quantité qui doit être finalement réutilisée sur un autre territoire. Et si les quantités varient, si les émissions varient, donc c'est sur cette base-là, ça sera comme un comparatif des quantités avant et les quantités après. Et la deuxième question, là, c'était, si tu peux juste la redire. C'est comment valoriser en euros des impacts environnementaux en dehors du CO2. Là, on a bien compris comment ça se passait. Comme je l'avais expliqué dans ma présentation, la méthode EPNL est une méthodologie qui est utilisée par Kering. Elle permet de valoriser l'ensemble des impacts environnementaux. Je vais vous donner, j'ai précisé l'exemple de la valorisation du CO2 à partir de la valeur tutélaire. Par exemple, l'impact de la pollution de l'air, il peut être valorisé à partir de l'impact sur la santé humaine. Donc, on arrive à valoriser comment l'augmentation de la pollution de l'air, elle peut impacter, elle peut augmenter le risque des maladies respiratoires, des maladies cardiaques, des morts prématurées. Et par exemple, comment cette pollution de l'air elle-même peut avoir un impact sur l'agriculture en baissant le rendement agricole et en dégradant la qualité des sols et de l'air qui est nécessaire à cette production. Ça, c'est un exemple, mais la liste des différents impacts que j'ai cités est vraiment vraiment détaillée. Donc, si vous avez peut-être des questions un peu plus détaillées, on pourra vous les fournir.
J'en ai une un peu dans la même verbe. Pourquoi ne prend-on, enfin, est-ce qu'on peut prendre en compte le risque d'interruption de la chaîne des achats logistiques? Alors là-dessus, c'est pas quelque chose qui est pris en compte dans les outils qu'on vous a montrés. En revanche, c'est quelque chose qu'on peut être amené à chiffrer. Donc chez Goodwill, en fait, vous l'aurez compris, de toute façon, notre expertise globalement, c'est sur la mesure des impacts, et ça peut aussi être, les impacts, ça peut aussi être les risques. Et donc là, c'est un travail qui est fait notamment par les actuaires dans les services d'assurance. C'est finalement pour prendre en compte un risque. Comment est-ce qu'on fait? On essaie d'estimer la probabilité que ce risque se réalise, et on estime par ailleurs le coût associé au fait que, si ce risque se réalise. Et donc en multipliant les deux, on peut chiffrer un risque. Donc là-dessus, c'est la façon de calculer ce risque de rupture. C'est d'une part d'estimer combien est-ce que ça coûterait à l'entreprise si cette rupture se réalisait. Et donc là, il va falloir regarder justement, c'est des questions il y a beaucoup de questions qui permettent d'estimer ça, mais il y a notamment une question des stocks. Est-ce que l'entreprise est préparée à cette rupture? Est-ce qu'elle a des stocks suffisants pour pouvoir se retourner en cas de rupture d'approvisionnement? Ou bien est-ce que c'est pas le cas? Et selon les cas, ça va beaucoup impacter son activité ou non. Donc il y a pas mal d'éléments à prendre en compte pour estimer combien coûterait ce risque s'il se réalisait. Ensuite, la question de la probabilité est beaucoup plus ardue. Et là-dessus, en fonction des sujets, il faut regarder un peu plus précisément. Ça marche. Alors, est-ce que le jour où l'on pourra incorporer ces coûts cachés à la comptabilité financière, cela n'aiderait-il pas à faire de meilleurs choix de localisation pour la production? Tout à fait. Effectivement, c'est un des... justement, Diane parlait d'EPNL. EPNL, c'est Environmental Profit and Loss. PNL, en fait, c'est Profit and Loss, c'est le compte de résultat en français. Donc la logique de cette méthode, pourquoi est-ce qu'on fait ces chiffrages aussi en euros et pas seulement en tonnes équivalent CO2 ou en litres d'eau consommés ou en hectares de terre utilisés? C'est aussi pour pouvoir arriver à une logique de comptabilité vraiment au sens comptable de ces impacts. Et donc c'est le sujet de la triple comptabilité, c'est tenir compte aussi dans les comptes de l'entreprise de ces impacts positifs et négatifs. Et donc, c'est un vrai cap en fait pour pouvoir mieux prendre en compte ces externalités, et ça changerait très clairement les décisions qui sont prises. Merci. Alors, avez-vous pu tous les deux identifier des secteurs qui sont plus susceptibles d'être localisés facilement, on va dire, dont les bénéfices sont plus facilement identifiables? Alors, j'ai pas de secteur précis là. C'est vrai que c'est un sujet qui est un sujet qui mérite une analyse assez approfondie. Mais globalement, en fait, ça va plutôt être, dans une première approche, en tout cas, ça va plutôt être des secteurs où il y a une assez forte automatisation et sur lesquels on dispose d'assez fort savoir-faire. Mais donc j'ai pas la réponse précise en termes de quels secteurs sont concernés. Ça marche. Un prochain webinaire peut-être. Ouais, on va peut-être s'acheminer vers les dernières questions, mais qui rebondit un peu à ton début de réponse. La relocalisation passerait-elle par une robotisation ou cobotisage fort pour être rentable en Europe? Alors effectivement, c'est une des façons, c'est peut-être pas du tout la seule, mais c'est une des façons d'être compétitif face à des pays où la main-d'œuvre est moins forte. Après, qui dit robotisation dit aussi potentiellement moins
un impact moins fort en termes d'emploi. Mais bon, ça pose aussi des fortes, des grandes questions économiques et politiques. Et en tout cas, oui, c'est un des axes potentiels. Après, il y a aussi ce dont on discutait, le fait de réintégrer directement aux coûts et bénéfices des entreprises leurs externalités, qui serait aussi qui pourrait, qui est aussi une décision politique finalement, et qui pourrait amener à revoir cette équation des coûts et des prix de revient. Et lié à ça, en fait, il y a aussi des décisions, des incitations au niveau réglementaire, au niveau de taxes, au niveau de subventions qui pourraient aider ça. Mais c'est vrai que si on regarde simplement à la situation égale, sans aucune nouvelle réglementation ou aucun changement dans nos logiques, la robotisation, c'est un des axes qui permet par exemple à l'entreprise que je citais de fabriquer en France plutôt qu'à l'étranger. Alors, j'ai des questions qui arrivent en même temps, donc désolée, je les lis. Alors, ces méthodes sont-elles adaptées pour des PME ou des indépendants? Ces méthodes, je dirais, sont adaptées pour toute entreprise qui a une sorte de, je veux dire, un tableau de bord qui lui permet de répertorier toutes les données nécessaires pour cette valorisation. Donc, peu importe la taille de l'entreprise ou son secteur d'activité, ces valorisations peuvent être faites. Oui, tout à fait. Et quand on parle de tableau de bord avec ces données, globalement, c'est assez simple. En fait, il faut connaître le montant des achats, le montant des salaires, le montant des taxes et impôts versés sur les territoires où l'entreprise opère. Donc, c'est à partir de ces données qui sont quand même assez larges et assez simples, on peut effectivement utiliser ces outils. Super. Merci Arthur, Diane. Merci à tous pour vos questions. On va arrêter ce webinaire ici. Et donc, j'ai pas préparé de présentation, mais sachez que donc on va organiser pendant toute la durée du confinement régulièrement des webinaires. Donc là, on est en train de fixer les prochains. Et donc, le prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain matin pour vous présenter donc une base de données RSE qu'on a confectionnée qui s'appelle Thésaurus BPRS pour changer, pour bonnes pratiques de responsabilité sociétale. Voilà, et donc vous trouverez le lien donc, sur notre page LinkedIn et je peux vous le copier-coller dans le chat tout de suite. Voilà, merci à tous. Merci Émilie. Je vois que quelqu'un demande si on peut récupérer la présentation. Je pense que oui, on pourra la transmettre aux participants. Oui, on pourra vous la transmettre et on publiera donc ce webinaire sur notre YouTube. Très bien. Et je vois je pense qu'il y a aussi d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Moi, je n'ai pas pu tout lire tout en présentant. Si jamais vous voulez échanger par email aussi, je crois que, dans la présentation qu'on vous transmettra, il y aura nos adresses email. Donc, on peut poursuivre les échanges si vous le souhaitez.